La gestion des risques, si vous voulez, je ne la connaissais pas vraiment à l'INRIA. C'est pas que c'était pas risqué, mais bon, on est passé à côté. Oui, c'est vrai que les créations d'entreprises auraient pu être risquées, beaucoup de gens me le disaient d'ailleurs, mais comme ça a très bien marché, je n'ai pas vu ça. J'ai compris la gestion des risques au CNES, où là j'ai vécu des risques qui m'ont parfois coûté cher, et j'ai compris que c'était vachement important, que c'était très important, et que du coup après, en revenant dans le cursus académique, ça valait la peine d'en faire une science, enfin un business, pourront dire, mais enfin, dans un contexte académique, une science parce que ça le mérite. Donc je vais essayer de discuter de cela. Et je le ferai, alors j'ai beaucoup de transparents, mais enfin je ne parlerai que de quelques-unes. J'ai choisi l'exemple de Fukushima. Alors évidemment, on pourrait prendre la crise financière, on pourrait prendre des tas de trucs. Mais bon, je me suis particulièrement intéressé à Fukushima, pour des raisons que je vais expliquer. Peut-être après en tirer quelques enseignements généraux, et puis peut-être discuter de cette science du risque, plutôt que simplement la gestion, puisque c'est le mot science qui m'intéresse un peu. Alors, ce que je dirais sur Fukushima, l'idée, vous savez ce que c'est, donc c'est le 11 mars 2011, il y a eu cette catastrophe dont on parle surtout de Fukushima, mais enfin il faut se rappeler que c'était d'abord un tremblement de terre, puis un tsunami, et finalement c'était traduit par un incident nucléaire que tout le monde considère comme un incident du nucléaire, de la technologie nucléaire, qu'on compare aux deux fameux, Three Mile Island aux États-Unis et Tchernobyl en Union soviétique, disons en Ukraine. Mais ce que je voudrais essayer de vous donner comme message, c'est que ce n'est pas du tout un incident du nucléaire. Ça a eu une conséquence parce que, évidemment, des centrales nucléaires étaient là, mais que c'est tout simplement un échec, enfin une insuffisance de gestion des risques à un point qui est caricatural. Et donc, du point de vue, le côté positif, c'est qu'au moins on peut l'enseigner, on peut l'étudier et regarder cela. Donc ce n'est pas du tout un incident du nucléaire, mais un incident de gestion des risques, c'est-à-dire une incapacité à concevoir la gestion des risques, qui a un point qui est étonnant. Bon, juste un petit mot. Alors je ne suis pas spécialement quelqu'un qui défend le nucléaire en tant que tel, mais j'essaie d'être objectif sur ces questions-là. Donc, si on regarde un peu les faits, il y a eu un tremblement de terre et il y a eu surtout un tsunami, ce qui au Japon est quelque chose qui arrive, hein, comme vous le savez. Le tsunami a entraîné 20 000 morts de manière directe. Alors, ça paraît énorme, mais le même tsunami se produisant en Indonésie ou comme ça aurait produit des centaines de milliers de morts. Ça veut dire que les Japonais sont quand même savent ce que c'est, donc ça cavale. Mais ceci étant, un tsunami, ça crée énormément de dommages et en particulier, hélas, de morts. Bon, énormément de dégâts. Donc, après, ça s'est traduit par un incident nucléaire, puisque ça a touché, bien sûr, les centrales. Mais en fait, si on regarde concrètement et objectivement, il n'y a pour l'instant pas un seul mort direct qui résulte du nucléaire. Bon, peut-être que des gens ont des cancers, des choses comme ça, c'est possible. Mais enfin, c'est absolument pas comparable aux 20 000 morts directs du tsunami. Et contrairement à Tchernobyl, qui lui était un accident du nucléaire, évidemment. Donc c'est quelque chose de très, très différent. Donc c'est première constatation. En revanche, où le nucléaire intervient, c'est au niveau des conséquences pour l'industrie nucléaire en général et pour l'entreprise TEPCO qui est donc propriétaire de ces centrales. Alors TEPCO, ça veut dire Tokyo Electric Power Company. C'est le numéro 1 au Japon, donc c'est une entreprise très importante qui est numéro 1 au Japon et un des très grands dans le monde, très très bien, qui très prospère, marchant parfaitement, du jour au lendemain se trouve en faillite.
donc se trouve en faillite. Évidemment, s'il n'y avait pas l'État japonais derrière pour faire quelque chose. Donc en quelques jours, les actions de TEPCO sont baissées de 90%. Et enfin, il est en faillite, et simplement le gouvernement le soutient, etc. Non seulement ça a tué TEPCO, mais en plus, ça a tué l'industrie nucléaire dans le monde. C'est-à-dire que tout le monde a pris peur. Le premier pays qui est le plus en avant sur cette crainte du nucléaire est l'Allemagne, en décidant d'abandonner complètement le nucléaire, mais beaucoup d'autres pays en Europe l'ont suivi. Et puis, ça a été, y compris au Japon, alors ça change un peu maintenant, mais sur le moment, par exemple, on entend ce genre de déclaration de... Il n'y a pas un pointeur, non? Bon, on va faire ça. Par exemple, ce qu'avait dit le Premier ministre du Japon en juillet 2011, l'accident de Fukushima a démontré les dangers de la technologie, ce qui est totalement aberrant, parce que ça n'a rien à voir avec la technologie du nucléaire elle-même, qui était parfaitement bien. Alors, donc, mon premier message, c'est que c'est une erreur de gestion des risques à un point qui est vraiment caricatural. Alors, ça a été reconnu, notamment par quelque chose qui est assez exceptionnel au Japon. Le Parlement japonais, qui s'appelle la Diète, à la fin, on a eu vraiment, c'était tellement exagéré qu'ils ont fait une commission d'enquête dont ils n'ont pas l'habitude, contrairement au Congrès américain. C'est donc un événement exceptionnel. Et ils ont conclu quelque chose qui est tout à fait correct, qui est, dans des termes, qui est vraiment une accusation extrêmement grave, puisqu'ils considèrent que c'est une conséquence d'un phénomène de collusion, ce qui est tout à fait vrai, entre le gouvernement, l'organisme de régulation et la compagnie TEPCO. Alors ils utilisent des mots à la japonaise, ils ont trahi le droit de la nation à être préservé d'incidents nucléaires, et que cet incident était créé par l'homme en fait, et qu'à l'origine ce sont des questions d'organisation, mais qui ne sont pas elles-mêmes liées à la technologie. Donc c'est tout à fait correct, comme je vais essayer de vous donner quelques exemples brièvement pour vous convaincre de ceci. Ils ont dit que la chose la plus évidente, c'est que c'était totalement prévisible, c'était connu bien avant la date de l'accident, le 11 mars 2011. Voilà. Alors, quelques exemples pour vous montrer, c'est intéressant parce que c'est tellement incroyable que ça mérite vraiment d'être mentionné. Et ce qui est incroyable, c'est la différence d'appréciation entre la direction, le management, la présidence de TEPCO et la réalité des choses. Alors, je me suis amusé, par exemple, donc je voudrais vous convaincre que c'est vraiment une question de manque de savoir-faire en gestion des risques, en risk management. Alors j'ai fait par exemple quelque chose, j'ai regardé l'organigramme de TEPCO au moment, il a changé depuis bien sûr, mais je l'ai regardé au moment en 2011. Alors c'est une énorme compagnie, donc l'organigramme est très compliqué, il est complexe, etc., énormément de départements, des choses comme ça. Rien, à aucun moment dans l'intitulé des départements, on voit le mot risque, même pas risque. En revanche, ce qu'on voit, donc ceux qui m'ont paru les plus proches de ça, c'est la gestion de la qualité, le safety. Donc, et ça correspond très très bien à la philosophie du Japon. Si vous voulez, le Japon a inventé la qualité totale. Vous savez ça, donc Toyota, etc. La qualité totale, c'est cette idée absolument fausse qu'il est possible d'avoir zéro défaut. Et ils ont rêvé à ça, ils y ont cru, ils ont convaincu le monde, ce qui est évidemment quelque chose qui ne peut pas exister. Et donc cette idée, c'est qu'on arrive par des prouesses techniques à avoir le zéro défaut. Et les gens y croient. Donc leur nucléaire était effectivement très très bien, remarquablement géré, en très bonnes conditions. Leur centrale était parfaite, etc. Ça, j'en suis absolument persuadé. Mais en revanche,
quand on regarde comment ils se protégeaient des tsunamis, alors là, on est vraiment atterré. D'abord, premièrement, le président lui-même, qu'à l'époque, bon, évidemment, il a été viré, bien entendu, mais le gars qui vient s'exprimer après en disant que c'était quelque chose qui est arrivé au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Ce qui est absolument absurde, parce que tout le monde savait ça. Et il n'y avait que lui qui ne savait pas, apparemment. Et alors, donc, concrètement, c'est très simple, hein. Alors, c'est vrai que le tremblement de terre a été sur l'échelle de niveau 9, ce qui est effectivement le record, puisque Kobe, c'est niveau 7. Mais en revanche, comme les Japonais sont très très habitués au tremblement de terre, ils ont des marges de sécurité très importantes. Et en fait, la conception du réacteur était elle-même résister à un tremblement de terre de 8,2, ce qui est beaucoup plus que Kobe. Bon, c'était pas 9, mais c'est pas loin. Et en fait, eux, ils ont tenu. En revanche, quand on regarde comment ils se protégeaient du tsunami, alors là, c'est absolument incroyable. Le tsunami a eu une vague de 14 mètres, et la structure de protection était seulement 5,7 mètres. Bon. Et même au sein de Fukushima, il y avait Fukushima 2, puisqu'on parle que de Fukushima 1, c'est-à-dire Daiichi, et donc il y a l'autre 2, c'est Daini, qui a simplement 7 miles dans le sud, qui a eu un tsunami encore pire, mais a parfaitement tenu parce que simplement ils étaient à un niveau plus élevé, donc un peu plus loin de la mer. Et au Nagawa, le Tohoku Power Company, qui est plus petite que TEPCO, qui a fait après des conférences, j'en ai des slides, mais je n'ai pas le temps de vous les montrer, où les gens montraient la différence. Alors c'est très poli, parce que c'est japonais évidemment, mais on voit très bien qu'ils sont en train de dire, franchement... bon, alors, eux, ils ont très bien survécu. Bien. Alors, quelques détails pour vous montrer à quel point le risk management était nul. Premièrement, tout le monde savait, y compris au sein de TEPCO, à l'intérieur de la compagnie, les ingénieurs avaient fait des études pour montrer que des vagues, vous voyez, de 10 mètres étaient parfaitement possibles. Bon, il y a eu 14 mètres, mais ça protégeait pour 5 mètres, 5,7. Donc, tout le monde savait que cette protection était tout à fait insuffisante. Et un risque tel que ne pas le prendre en compte est vraiment gravissime. Mais en plus, il traînait. Il y avait des tas d'études, et donc avant l'accident, en 2011, il prévoyait de nouvelles études en avril, et puis pas rien avant 2012 pour faire quoi que ce soit. Vous voyez, donc c'était à un quel point. En plus, ils envoyaient les rapports. C'est assez marrant parce qu'il y a un rapport qui est arrivé à l'agence nucléaire de régulation, enfin NISA, qui a disparu depuis, seulement 4 jours avant la tragédie, c'est une coïncidence, qui n'a été connu du public en octobre à cause d'une intervention de la Japanese Broadcasting Corporation qui a réclamé cela. Donc vous voyez, on cache l'information, on fait des choses absolument incroyables. Alors, au niveau des régulateurs, autre chose très importante, au niveau de l'organisme de régulation, il y avait collusion assez nette qui a été dénoncée par le Parlement. D'un côté, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un lobby du nucléaire, incontestablement. Donc il y avait un lobby du nucléaire au Japon, comme il y en a en France ou ailleurs. Et le Japon prévoyait d'avoir la moitié de son électricité produite par du nucléaire. D'ailleurs, l'industrie de production de centrales au Japon est très forte. On connaissait la qualité totale, j'en ai parlé, donc la maintenance et maintenir les centrales était effectivement très très bien considéré. Et on avait donné d'ailleurs à Fukushima, le fameux réacteur, 10 ans d'extension, d'existence. Bon, mais sans du tout regarder les conditions d'opération qui impliquaient des risques considérables. Et c'est d'autant plus absurde, l'organisme de régulation, qu'ils avaient l'expérience américaine.
il connaissait l'expérience américaine qui avait parfaitement intégré Three Mile Island et les conséquences et avait complètement changé ce qui se passait aux États-Unis. Alors, notamment, il laissait, organisme de régulation, c'est censé vérifier. Donc il laissait tout faire à l'industrie. Alors, ce qui est encore plus grave, c'est qu'après, on s'est aperçu qu'il falsifiait les rapports de sécurité. Donc il y avait eu des tas de choses comme ça qui se passaient dans TEPCO, qui avaient été des scandales absolument dans le passé. Donc il s'est passé des choses absolument invraisemblables, y compris par exemple, on a employé des mineurs, vous vous rendez compte, pour inspecter les centrales nucléaires. On envoyait des mineurs, donc 17 ans. Pourquoi? Parce que personne ne voulait y aller, évidemment. Donc au Japon, donc voilà, donc on est capable de faire ça. Et alors, ce qui est évidemment grave, c'est le manque, la collusion d'intérêts, c'est-à-dire que le fait que les gens des organismes de régulation pantouflaient dans l'industrie nucléaire, on connaît ça en France, donc on pantoufle. Ils appellent ça makudari au Japon. Je traduis ça par pantoufler, mais c'est probablement la même chose. Et donc, du coup, l'organisme de régulation est protégé, enfin, était plutôt sympathique avec l'industrie pour espérer avoir des jobs après prendre leur retraite, n'est-ce pas? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que la question que vous posez, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? La situation n'est pas du tout sous contrôle. Pas du tout sur contrôle. Premièrement, bien que le rapport officiel dont j'ai parlé de la diète du Parlement soit très très critique, bien curieusement, ça montre aussi... Bon, j'ai regardé la composition de la commission. Il n'y a dedans aucun expert de gestion des risques. Ce sont en général des juristes, des politiques, quelques ingénieurs, mais il n'y avait personne. Donc le mot, ça veut dire que vraiment cette idée de l'importance de la gestion des risques, ça reste quand même, malgré tout ça, quelque chose qui ne vient pas naturellement. Et ils ont, à la japonaise, ils ont critiqué personne de particulier, alors que c'est évident que la direction portait une responsabilité énorme. Donc, à la japonaise, ils ont dit c'est notre faute à tous, c'est notre culture. Vous savez, les Japonais, ils s'autocritiquent, mais finalement, on critique personne en particulier. Et donc, voilà. Donc, j'espère vous avoir convaincu que c'est vraiment quelque chose, du point de vue de la gestion des risques, qui est au-delà de ce qu'on pourrait comprendre, imaginer. Bon, alors la situation actuelle, elle n'est pas brillante. Même le président de la commission s'en plaint, en disant qu'on n'a pas tellement suivi ce qu'il a raconté, à part peut-être supprimer l'organisme de régulation, l'a transformé on l'a changé de nom, mais en gros, on n'a pas fait grand-chose. Et notamment, on a la crise de l'eau, on a ça. On a 800 000 tonnes d'eau contaminée, donc on ne sait pas trop quoi faire. Donc on crée du stockage, mais comme on n'arrive pas à créer des choses suffisamment fiables, donc il y a des fuites. Il y a des fuites et on en met un peu à la mer, et même peut-être un peu trop. Donc on ne sait pas trop comment gérer ça. Donc ça reste, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais ça reste un problème qui n'est pas du tout réglé. Voilà, donc la situation n'est pas brillante et elle aurait pu franchement être évitée. En revanche, cet incident a complètement vraiment réveillé le monde, avec des aspects négatifs dont j'ai parlé, c'est-à-dire les gens rejetaient l'industrie nucléaire, ce qui est absurde. Mais d'un autre côté, ceux qui ont regardé de près, notamment les Américains, eux, ils en ont profité pour développer de nouvelles technologies, de nouvelles approches pour rendre encore plus sûr. Notamment, il y a cette compagnie, Exelon,
Donc ils ont fait à l'américaine, ils ont dit c'est l'occasion d'innover, c'est l'occasion Voilà, donc ça c'était la bonne réaction je crois. Il y a quelques messages que je voudrais que vous gardiez. Premier message, le risque, un risque c'est un risque qu'il soit... Donc si vous vous concentrez sur les risques techniques de votre équipement, donc votre centrale, vous êtes à côté de la plaque. N'est-ce pas? Si vous négligez en même temps un risque externe, comme le tsunami, c'est catastrophique. Hein? Donc les risques, ils sont globaux. Si vous ne les regardez pas de manière globale, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc, premier élément clé, le risque, il faut avoir une vision, comme on dit en anglais, comprehensive, globale. Globale des risques. Et ce n'est pas simplement le risque technique. Et notamment, les plus grands risques sont les risques humains, bien entendu. Les gens se focalisent sur les risques techniques, mais les risques humains. Deuxième élément, l'économie. Pourquoi ces gens font-ils tout ça? Pourquoi prennent-ils autant de risques, si vous voulez? Ça paraît absurde. Par exemple, ici, regardez, ces centrales, elles sont sur la mer. Ces centrales sont sur la mer, tout proche de la mer. Elles sont à côté, les unes sur les autres. Donc ça crée le risque systémique, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est touchée, les autres sont immédiatement touchées. Mais pourquoi fait-on des choses comme ça? Tout simplement pour économiser de l'argent. Donc on regarde le bilan économique, mais on oublie d'intégrer dans le coût le risque. Donc si vous ne faites pas un bilan économique qui ne tient pas compte du risque, vous êtes complètement à côté de la plaque. Donc vous économisez un peu d'argent et vous prenez un risque considérable. Vous tuez la boîte, ce qui est arrivé chez TEPCO, et en plus vous pouvez créer, parce que c'est du nucléaire, un incident mondial. Donc, le deuxième élément, c'est le bilan économique. Le risque, ça coûte de l'argent, mais c'est utile. Donc, il faut l'intégrer dans le bilan économique, ce que les gens ne font pas. Alors, le troisième, donc j'étudie un peu la situation américaine, elle est intéressante. Ce qui m'a étonné, c'est que bon, les États-Unis, c'est un pays extrêmement libre, vous savez, donc il y a des tas de gens dans tous les sens, il y en a des affreux, mais enfin, tout le monde dit ce qu'il veut, etc. J'étais très étonné de ne pas voir, comme en Allemagne, comme en Asie, au Japon, à Taïwan, ou dans d'autres endroits, des huées contre le nucléaire. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, les gens n'ont absolument pas réagi contre le nucléaire? Et Obama s'est même permis, pourtant il ne prend pas de risque en général, mais il s'est même permis de dire que le nucléaire c'était très bien et que c'était un truc d'avenir, etc. Pourquoi? Parce que les Américains, donc j'ai essayé de comprendre, les Américains ont confiance dans leur nucléaire, comme les Français d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Premièrement, les Américains, comme les Français, ont parfaitement intégré, ils ont une très bonne compréhension de ce qui se passe dans le nucléaire. Et deuxièmement, l'organisme de régulation est totalement indépendant. L'organisme de régulation en France, il peut dire, le président de la République peut dire ce qu'il veut, il s'en fiche complètement. Ils sont complètement indépendants. C'est pareil aux États-Unis. Ce n'est pas du tout le cas au Japon, où ils étaient complètement liés au ministère et à l'industrie. Là, indépendance totale, donc les gens ont confiance. Des incidents, donc moi j'ai écouté des gens du nucléaire aux États-Unis disant nous, des incidents, on en a tous les jours. On en a plein, mais on sait parfaitement les gérer, on n'en parle pas parce qu'on sait parfaitement les gérer, etc. Ils n'ont peut-être pas des tsunamis comme au Japon, mais ils ont plein d'incidents et il n'y a aucun problème, ça marche. Ceci étant, l'industrie nucléaire, alors avant Fukushima, ça redémarrait, etc. Les gens, aujourd'hui, c'est stoppé aux États-Unis, non pas pour des raisons de peur du nucléaire, qui n'est absolument pas en cause, c'est simplement une question économique. Ils ont évidemment des sources d'énergie maintenant nouvelles qui sont extrêmement profitables. Et en revanche, l'énergie nucléaire aujourd'hui, bien qu'apparemment ça coûte moins cher, est pénalisée justement par le fait qu'il faut tenir compte du risque. Et donc, à partir du moment où vous mettez des conditions de sécurité, etc., qui sont compréhensibles, ça coûte beaucoup d'argent. Et du coup, ça peut pénaliser le bilan économique du nucléaire par rapport à d'autres sources,
comme le gaz naturel pour le moment et les oil shale, etc. Et à ce point même qu'on est en train de fermer des centrales aux États-Unis, non pas parce qu'elles sont risquées, mais parce que on ne peut plus faire d'argent avec ça. Bon, donc, juste pour si vous intéressez au nucléaire, aujourd'hui, plus grand-chose ne se passe en Europe, à part la France un peu, voilà, c'est le point rouge qui est là. Aux États-Unis, il y a quelque chose, tout se passe en Chine, essentiellement, ou également en Russie. Et bon, puis c'est tout. Troisième élément à considérer, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité sans risque. Donc les risques, vous êtes obligé de les prendre. Sinon, vous ne faites rien, vous allez vous cacher dans une grotte, mais si vous voulez avoir des opportunités, il faut des risques, il faut prendre des risques. Donc le risque, on ne peut pas l'éliminer. Il faut le gérer, il faut l'évaluer, il faut le réduire, mais on ne peut l'éliminer parce que si on l'élimine, il n'y a plus aucune opportunité. D'ailleurs, les Chinois, ils ont le même mot. Comme moi, vous ne parlez pas chinois, mais le mot chinois qui veut dire crise comporte danger et opportunité. Il y a deux idéogrammes. Et donc, pour ceux qui savent lire le chinois, donc c'est toujours des gens très intelligents qui ont parfaitement compris. En tous les cas, c'est ce truc-là. Le message que je voulais vous donner pour l'aspect scientifique, c'est qu'il y a trois piliers. Alors, donc, je vais vous dire ces trois piliers qui sont fondamentaux pour la conception de la science. Alors, et aussi pour la mise en place, l'application. D'abord, les techniques quantitatives. Donc, les maths, si vous voulez, ou l'informatique. On en a absolument besoin parce que d'une part, il faut évaluer les risques de manière quantitative, de manière précise, d'abord pour les comprendre, mais ensuite pour les comparer. Parce que comment vous comparez un risque financier à un risque technique ou un risque terroriste ou un risque de sismique ou quoi que ce soit, naturel, si vous n'avez pas les mathématiques, le calcul qui vous permet de les comparer quantitativement. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Et c'est très utile, parce que ça élimine énormément de choses. Mais ça ne suffit pas, parce que si vous regardez, non seulement ça ne suffit pas, mais il ne faut surtout pas espérer qu'on va régler le problème avec des techniques purement quantitatives. Il y a deux aspects complémentaires, l'aspect organisation et l'aspect psychologique. Behavioral, je ne sais pas très bien comment on traduit ça, comportement, si vous voulez. Donc, organisation. Il faut une organisation de faire. Parce que, premièrement, les gros risques, finalement, j'ai appris ça dans le spatial, où il n'y a pas de plus, quantitatif que dans le spatial. Ce sont des gens, parce que quand vous mettez quelque chose dans l'espace, il n'y a plus moyen après de réparer. Hein. Donc, pour eux, d'ailleurs, c'est un peu les pionniers, les pilotes, tout le monde se réfère au spatial en matière de gestion des risques. Néanmoins, quand vous étudiez les cas pratiques, genre Challenger, Columbia, etc., ou les autres accidents, vous apercevez que c'est toujours des problèmes humains, toujours. Donc, on ne peut pas changer les hommes ou les femmes, donc d'une part, on est incapable on ne fait pas attention, et d'autre part, on oublie les expériences. Donc, si vous n'avez pas une organisation de faire qui commence par le président et qui touche tout le monde, y compris non seulement l'entreprise, mais les organismes de régulation, par exemple. Hein. Et en ce moment, il y a des grosses discussions sur la finance, le rôle des organismes de régulation en finance. Aux États-Unis, c'est un débat extrêmement fort. Et évidemment, dans le nucléaire, je vais vous parler de l'indépendance. Le fait qu'en France et aux États-Unis, les organismes sont totalement indépendants, ça crée la confiance, donc c'est très important. Donc il faut une organisation de faire pour la gestion des risques. Et troisièmement, il faut dire que le risque, ça existe, vous n'allez pas l'éliminer. L'idée de zéro risque, c'est absurde. C'est absurde, et donc il faut simplement dire on a fait le maximum, on sait parfaitement ce qui se passe. Si jamais ça arrive, on est parfaitement capable de maîtriser la situation. C'est donc une science pluridisciplinaire, ce qui est toujours très difficile. C'est pas parce qu'on parle beaucoup de la pluridisciplinarité, mais on ne la fait jamais.
parce que ça touche les sciences humaines et ça touche les maths, les techniques quantitatives, les systèmes informatiques. Et donc, c'est très pluridisciplinaire par définition. Alors, comme toute science, bien sûr, il faut que ça se développe. Au départ, c'était essentiellement de la finance, c'est vrai, hein, mais risk management, c'était un terme de la finance, parce que la gestion des risques des marchés, les risques crédits, etc., c'était des termes financiers. Maintenant, et la loi l'oblige, puisque les entreprises maintenant sont obligées de présenter tous leurs risques, quels qu'ils soient, n'est-ce pas, les nouvelles. Donc, de ce point de vue-là, on est aidé par un petit peu l'évolution de la législation. Donc je pense qu'il y a effectivement de quoi faire une science intéressante, nouvelle, qui s'appuie sur beaucoup de choses, beaucoup d'aspects, et qui a un potentiel très appliqué. Peut-être qu'on pourra en dire un peu plus plus tard au niveau de la table ronde ou des questions, etc. Donc je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai sûrement dépassé la minute que m'avait accordée François. Et donc on va en rester là et vous pouvez regarder les slides si ça vous intéresse ou en tous les cas on en reparlera tout à l'heure. Voilà, merci.